Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Polycritique, le webinaire mensuel de l'AFSP qui a vocation chaque mois à décrypter un enjeu d'actualité, de l'actualité française ou internationale. Aujourd'hui, c'est d'actualité française que nous allons parler. Nous avons titré ce numéro Mondes agricoles, les raisons de la colère, qui se mobilise et pourquoi. Et nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir d'accueillir pour répondre aux questions qu'on se pose au cœur de cette crise de plus en plus compliquée à déchiffrer. Nous avons donc la chance d'accueillir quatre experts en la matière et je commencerai par les présenter brièvement avant évidemment de leur donner la parole. Ève Fouilleux, d'abord, directrice de recherche au CNRS et plus particulièrement au laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation, Société de l'Université Gustave Eiffel et aussi chercheuse associée au CIRAD. Jean-Noël Jouzel, directeur de recherche au CNRS, lui aussi, Centre de sociologie des organisations de Sciences Po comme un laboratoire de rattachement. Clotilde Lemarchand, professeure de sociologie à l'Université de Lille et membre du Centre lillois d'études et de recherche sociologique et économique. Et François Purseigle, professeur d'université à Toulouse, INP Agro, et chercheur associé au CELIPOF, aussi à Sciences Po du coup. Merci à tous les quatre de nous aider à comprendre ce qui se passe depuis maintenant plusieurs semaines et même plusieurs mois sur le front de la crise agricole. Ce que je vais commencer par faire, c'est me tourner vers Ève pour qu'elle plante le décor en quelque sorte, qu'elle identifie ce que l'on peut considérer comme des facteurs structurels. Alors, il y a des facteurs conjoncturels aussi, bien sûr, à prendre en compte, mais si on regarde les choses avec une focale un peu large et puis une profondeur de champ aussi un peu large dans le temps, comment peut-on expliquer comprendre certains des ferments de cette crise? Est-ce que c'est le fruit de l'épuisement d'un modèle de production, de consommation et entre les deux de distribution, vieux de plusieurs décennies? Alors, merci Christophe. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. Très bien. Alors, moi, mon hypothèse principale pour lire un peu cette crise, elle est influencée par mon profil de sociologue de l'action publique, c'est qu'il s'y joue en fait dans cette crise une sorte de double jeu, de production de l'ignorance, diraient les sociologues des sciences, qui est facilitée par la grande complexité, la technicité des enjeux agricoles et alimentaires et qui sert les intérêts de quelques-uns au sein de ce milieu agricole. Et pour comprendre ça, je propose de revenir aux politiques publiques, aux rapports de force internes au syndicalisme agricole majoritaire et aux stratégies de canalisation du débat qui s'y déploient. Les politiques qui encadrent aujourd'hui le secteur, elles datent, tout le monde le sait, des années 60, 1960-62, grande loi d'orientation de modernisation de l'agriculture française, d'une part, et puis politique agricole commune d'autre part, qui a organisé au niveau européen un marché commun des produits agricoles à partir de la mise en place de prix institutionnels garantis et d'une protection aux frontières, un ensemble de droits de douane et un système d'intervention. Et c'est à cette période aussi que s'est mise en place ce qu'on appelle aujourd'hui la cogestion entre l'État et la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Et il faut comprendre politiquement que dès l'origine, certains agriculteurs à ce moment-là ont tiré mieux que d'autres leur épingle du jeu. Et ces agriculteurs, c'est les céréaliers en particulier, qui, grâce à la PAC, ont vu leur marché s'étendre considérablement à 5 autres pays de la communauté européenne et payer leurs céréales étaient payées à un prix nettement supérieur à celui qu'ils étaient payés avant sur le marché français. Et ça leur a permis de toucher une manne financière énorme qui leur a permis de financer diverses structures internes au syndicalisme agricole et de se ménager des positions de pouvoir au sein de l'appareil institutionnel qui se prolongent encore aujourd'hui et qui sont importantes d'avoir en tête.
Et ces politiques, elles ont donc soutenu, dans les décennies qui ont suivi, le développement d'un modèle qu'on appelle productiviste, qui est basé sur l'agrandissement, la spécialisation de plus en plus forte des exploitations agricoles, qui est permis par une mécanisation très forte, l'utilisation de plus en plus massive d'engrais et de pesticides, avec une standardisation des pratiques et des produits. Et ça s'est traduit aussi par une spécialisation des territoires et le développement de bassins industriels aptes à traiter cette matière première massive produite par les agriculteurs. Et ça, c'est des industries qu'on appelle de cracking, cracking des céréales, cracking du lait, par exemple, et puis ensuite des industries d'assemblage, de réassemblage de ces petits bouts craqués à partir de la matière première, et qui est associée ensuite derrière à la grande distribution pour distribuer ces produits alimentaires. Ça constitue ce qu'on appelait un système alimentaire agro-industriel qui est un tout cohérent, dont les composantes sont étroitement imbriquées les unes dans les autres, et il faut bien comprendre ça aussi pour comprendre ce qui se passe. Et sur le plan agricole, ce modèle très mécanisé est très demandeur en investissement, qui s'est traduit par une explosion du taux d'endettement des agriculteurs, qui est passé en moyenne de 6% en 1960 à 43% aujourd'hui, qui réduit considérablement leur marge de manœuvre, notamment en termes de changement de pratiques productives. Et ça, c'est aussi un élément majeur, je pense, du désarroi actuel de nombre d'agriculteurs. Et autre élément important à avoir en tête, depuis les années 90, cette course au productivisme, elle a été très fortement accentuée par la priorité politique donnée au commerce international, qui s'est traduite notamment par une réforme de la PAC au long cours, qui a pris plusieurs décennies, qui a consisté à remplacer ces prix garantis institutionnels par des aides directes aux revenus des agriculteurs. Et donc, le soutien public n'est plus versé à la quantité produite comme il était précédemment, mais à la surface possédée. Et cette libéralisation des politiques agricoles, elle a été officiellement combattue pied à pied par la FNSEA, mais en réalité, elle a été très activement négociée par ces associations spécialisées de grande culture, en particulier AGPB, AGPM, FOP, Assemblée générale des producteurs de blé, des producteurs de maïs, Fédération des oléoprotéagineux notamment. Et ces organisations, elles sont assez discrètes, on ne les voit jamais prendre la parole en public de façon virulente, etc. Mais elles sont très actives auprès des pouvoirs publics, et leurs leaders forment une petite élite très investie dans l'appareil industriel d'amont et d'aval de l'agriculture, et qui a tout intérêt à ces formes de libéralisation. Et ce sont ces mêmes organisations spécialisées en production végétale notamment qui tiennent la FNSEA depuis des décennies. Je vous donne deux exemples, deux illustrations très contemporaines. Au bureau actuel de la FNSEA, Arnaud Rousseau, bien sûr, président de la FNSEA, qui est aussi président de la Fédération des oléoprotéagineux et qui est aussi président du conseil d'administration du groupe Avril et d'Avril Gestion. Avril, c'est un gros groupe qui fait la moitié de son chiffre d'affaires à l'international sur le marché des matières grasses végétales en particulier. Il est aussi maire de sa commune. Bon. Et puis, deuxième exemple, Éric Thirouin, qui est trésorier de la FNSEA, qui est au bureau depuis longtemps, qui est président de l'AGPB, l'Assemblée générale des producteurs de blé, qui est président d'Unigrain, qui est une société d'investissement dans l'agroalimentaire, qui est aussi très présente internationalement, et qui est président de la Chambre d'agriculture de Réloir aussi. Et donc, pour donner une idée de l'entre-soi qu'est ce bureau dirigeant de la FNSEA, je renvoie aux travaux de Mathieu Ansaloni et Andy Smith, qui ont montré que sur les 20 dernières années, sur 6 sièges principaux du bureau de la FNSEA, seulement 10 personnes ont tourné. Alors, une partie de ce qui se joue dans cette crise, à mon avis, c'est aussi la remise en cause de ce monopole, du fait que la FNSEA soit sous la mainmise de quelques-uns. Et ça, c'est notamment ce que revendique, ce contre quoi s'oppose la coordination rurale, notamment d'ailleurs pour se positionner dans le cadre des prochaines élections en Chambre d'agriculture. Mais je suppose que François Purseigle parlera beaucoup mieux que moi de ces choses-là. Et donc, malgré ces intérêts particularistes qui dirigent la FNSEA, il faut bien comprendre que le ressort majeur sur le plan politique, son ressort discursif, c'est son discours unitaire qui masque de très grandes disparités en fait, de situation et de revenus au sein de la profession agricole. Ça a été bien dit dans les médias ces derniers temps. Et il faut souligner aussi leur dépendance tout à fait inégale aux aides publiques. C'était le deuxième graphique, c'est celui-ci. Vous le voyez bien, je suppose.
Donc, il montre en fait là une disparité de la répartition notamment des aides. Les aides, vous voyez en fait une répartition des aides en violet et de l'excès et la proportion qu'a les aides dans l'excédent brut d'exploitation, qui est en fait le résultat avant amortissement et frais financiers. Et on peut voir que pour les différents types de production qui sont indiqués verticalement, on a systématiquement évidemment plus d'aides quand on est plus grand, ça augmente. Et puis, on peut voir aussi que la dépendance aux aides est très différente en fonction des types d'agriculture. Si vous regardez les bovins, viande par exemple, la troisième ligne, vous voyez que pour à peu près pour toutes les catégories en bovin viande, on a des aides publiques qui dépassent l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire que ces exploitants auraient des revenus négatifs sans les aides publiques. Alors que si vous regardez la première ligne sur les grandes cultures ou les porcs volailles, l'avant-dernière ligne, vous voyez que les aides publiques, elles arrivent plus comme un bonus qui vient en plus d'un dégagement financier du fait de l'activité économique en plus. Donc, c'est pas le même statut qu'ont ces aides en fonction du type d'agriculture. Autre point qui est beaucoup moins souvent souligné et qui me paraît très important, c'est ce que vous voyez là sur cet écran qui est un peu aplati à cause de ma caméra, je suis désolée, c'est le fait qu'il y a des grosses différences aussi en termes d'impact environnementaux de ces différents types d'exploitation agricole. On voit très bien sur la carte, en rouge, donc c'est une carte de Solagro sur les indices de fréquence de traitement. On voit en rouge les agriculteurs qui sont les plus dépendants aux pesticides et donc, qui utilisent le plus intensément les pesticides. Et donc, c'est le bassin parisien, le nord, les régions de grande culture et les régions de viticulture. Vous voyez que le Massif central, la partie centrale de la France, là, qui est très spécialisée en élevage extensif, utilise quasiment pas de pesticides. Et même en élevage laitier intensif, on en utilise quand même beaucoup moins. Donc ça, c'est important d'avoir conscience de ça aussi. Et, et d'avoir conscience de lire, ça nous permet de lire la réponse gouvernementale actuelle à la crise qui s'est complètement focalisée sur cette question des pesticides en la présentant comme une solution favorable à tous les agriculteurs qui va complètement dans le sens des intérêts particularistes que j'ai évoqués précédemment. Une autre forme de canalisation du débat qui est importante à avoir en tête, à mon avis, c'est cette focalisation sur les menaces qui pèseraient sur notre souveraineté alimentaire, entre guillemets. Et là, je vous montre un autre graphique, un dernier graphique, qui montre en fait le taux d'auto-approvisionnement en fonction des différents types de produits qu'on consomme. Vous avez au niveau 100%, en dessus de 100% pour chaque produit, c'est notre capacité d'exportation. Et en dessous de 100%, et en particulier entre le bout, enfin cette zone-là que vous devez voir, qui est en blanc en fait, indique notre dépendance à l'importation. Et donc, on voit sur ce graphique, typiquement, qu'on est beaucoup plus exportateur qu'on importe déjà et qu'on exporte essentiellement, en fait, de l'alimentation du bétail, hein, orge, blé tendre, poudre de lactosérum, etc., qui est loin d'être des choses qui vont nourrir le monde, évidemment. Et on exporte aussi beaucoup de céréales, vous voyez, orge, blé tendre, blé dur, maïs, etc., qui sont, comme on l'a vu tout à l'heure, les plus consommatrices en pesticides. Et on voit aussi que pour exporter notamment ces poudres de lait et poudres de lactosérum, on importe massivement du soja du Brésil. Et donc, cette dépendance aux importations, elle est sur ce type de produit qui est important pour l'élevage du bétail intensif, et puis huile de palme, notamment pour l'industrie agroalimentaire. Donc, ça déconstruit un peu ce mythe de cette souveraineté alimentaire menacée. Et voilà, ces exemples, simplement pour conclure, me permettaient de vous montrer, de souligner que dans une grande continuité historique, c'est en fait une petite élite beaucoup plus proche de l'industrie finalement que de l'agriculture, avec des revenus très élevés, qui est aussi la plus soutenue par les politiques publiques, la plus internationalisée et de fait la plus polluante, qui dialogue et qui négocie au quotidien avec les plus hauts sommets de l'administration et du pouvoir politique au nom de tous les agriculteurs. Et à mes yeux, cette crise, en fait, elle illustre parfaitement, à travers les réponses qui ont été obtenues, son efficacité
à cette petite élite dans la canalisation du débat pour l'obtention de solutions qui lui sont directement profitables, mais qui malheureusement risquent, à mon avis, plus d'aggraver les choses que de les résoudre. Je m'arrête là-dessus. Je reprendrai la parole s'il reste du temps à la fin pour évoquer éventuellement les politiques publiques qui abordent la question de la transition écologique, pour montrer encore les stratégies de canalisation qui s'y jouent, qui visent à minimiser certaines solutions par rapport à d'autres en termes de politique publique. Et je vous remercie beaucoup et j'arrête mon partage d'écran. Merci beaucoup, Ève, d'avoir si bien planté le décor, hein, une entrée en matière qui permet de faire le tour d'horizon des facteurs historiques, politiques, en termes de politique publique, bien sûr, sociologiques ô combien. Il y a de la sociologie du pouvoir et des élites dans ce que vous nous avez dit. Et puis, effectivement, nous aurons à coup sûr l'occasion de vous entendre encore, ne serait-ce que parce qu'il y a plus de 100 personnes qui se sont connectées pour vous écouter et que donc nous aurons, c'est sûr, de nombreuses questions et nous garderons du temps pour les questions de ceux qui sont maintenant connectés pour suivre ce webinaire. Ève a, entre guillemets, tendu la perche à François pour parler notamment de la diversité des organisations syndicales représentant le milieu agricole ou les milieux agricoles. Euh, François, le malaise est lié à une fragilisation des exploitations familiales et la diversité des voix syndicales qui représentent ces milieux n'est pas non plus à négliger. Donc, pour nous éclairer sur tous ces points et d'autres encore, j'imagine, nous te cédons la parole. Merci, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous voyez mon diaporama? C'est bon? Oui, c'est parfait. Donc j'aurai une approche peut-être qui relève plus, ou du moins une approche par le bas qui fait écho aussi à mes travaux sur l'évolution des structures d'exploitation. Donc c'est à travers cette grille d'analyse que j'ai pu aussi déployer avec d'autres collègues que je vais essayer d'interpréter modestement ce que je perçois de cette crise, de ce que j'ai vu aussi sur certains barrages et notamment à Carbone au sud de Toulouse. Je voulais revenir peut-être sur un certain nombre de points qui me semblent importants. Premièrement, je pense que ce malaise, il est persistant, il est multiforme. On le voit bien, il ne s'inscrit pas dans une situation conjoncturelle facilement identifiable. L'histoire agricole française contemporaine s'est écrite hein, au prisme de ce qu'on appelle le malaise paysan. Et ce qui est peut-être nouveau aujourd'hui, c'est que ce malaise, et on le voit hein, à travers la controverse autour de ce débat qui devait être organisé au moment du lancement du salon, eh bien, s'inscrit non pas dans un seul face-à-face bien rodé avec l'État, mais dans un débat de société engageant des protagonistes multiples. Hein. On voit bien que finalement, moi, je pars de l'hypothèse que cette cogestion, elle est quand même, elle est quand même fragilisée. On reviendra peut-être sur les dernières annonces hein, qui ont été proposées, qui ont été faites hein, aux agriculteurs dans leur diversité. Et on reviendra sur le paysage syndical qui est quand même pluriel depuis la fin des années 80, début des années 90. Cette crise, pour moi, c'est quand même aussi une crise sourde qui dissimule, ou qui, du moins, qui dissimule aujourd'hui ce sentiment de désamour et d'incompréhension, avec des agriculteurs, finalement, qui ne se pensent plus écoutés de la même manière. C'est ce qu'on avait souligné aussi avec Bertrand Hervieux dans notre dernier ouvrage, Une agriculture sans agriculteurs. On est face à un mouvement, avant tout, ça, je tiens à le rappeler, quand même, de petits patrons. Hein, de petits patrons. Quand on va sur les barrages, ou du moins quand on allait sur les barrages, on voyait bien que c'était des acteurs ou les acteurs d'une économie agricole et pas forcément d'une économie rurale hein, qui étaient bel et bien là, qui ne se pensent plus forcément penser comme ils sont en tant que chef d'entreprise, quelle que soit finalement la forme ou la taille de l'exploitation, hein, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Hein, les agriculteurs qui ne se pensent plus écouter finalement de la même manière, même dans un dialogue co-gestionnaire qui semble encore bien présent, malgré tout, eux, du moins la base, ne se pensent plus forcément écoutés de la même manière. Il y a peut-être les élites qui se pensent légitimement écoutés de la même manière, mais finalement, ce n'est pas ressenti sur le terrain de la même manière. Et les agriculteurs surtout, et on voyait sur les barrages aussi ces jeunes qui n'arrivent plus ou parviennent plus forcément à se projeter, à anticiper le contexte dans lequel ils évoluent. Et pour moi, cette crise, elle est finalement
le visage où elle incarne les conséquences de cette révolution indicible qu'on a voulu, sur laquelle on a voulu revenir avec Bertrand Hervieux, une révolution à bas bruit qu'on a du mal à admettre, hein, c'est-à-dire finalement une révolution qui fait écho à un effacement sans précédent de cette population. Pour moi, cette crise, c'est la crise aussi d'une population qui se voit mourir, quel que soit le niveau de revenu, quelle que soit la taille ou l'appartenance syndicale. Une population agricole qui pense finalement que l'avenir agricole peut se construire sans elle, des agriculteurs qui pensent que certains d'entre eux le peuvent, et notamment des agricultures aux allures de firme, mais pas forcément eux, et on le voit bien hein, sur le terrain, la production agricole peut être le fait aujourd'hui d'investisseurs, d'opérateurs économiques, et l'agriculture française peut bel et bien se passer de cette exploitation familiale qui a été constitutive du modèle agricole, notamment dans sa phase de modernisation. On est donc dispersé sur l'échelle des revenus comme le souligne Vincent Châtelier à l'INRAE ou Laurent Piette, mais tous ces agriculteurs sont confrontés au même moment, en France et en Europe, par une même fragilité, celle d'une exploitation familiale dont l'avenir, selon moi, va plus forcément de soi. Et quand on fait des enquêtes de terrain, on voit bien que finalement, la reprise, le renouvellement des générations ne va pas de soi et la famille agricole est la première responsable aussi de cette fragilité. Hein. Cette exploitation contient en elle les germes du renoncement à renouveler les générations. Deuxième point, je pense que derrière cette crise, il y a aussi le sentiment que les agriculteurs se pensent désarmés humainement. 200 000 d'entre eux vont partir à la retraite là, dans les années qui viennent, désarmés sur le plan financier et désarmés sur le plan technique. C'est intéressant de discuter aussi avec ces agriculteurs en conversion bio ou ces agriculteurs qui ont créé des boutiques de producteurs, notamment à Toulouse ou à Bordeaux, et qui finalement se sentent un peu désarmés dans ces nouveaux lieux de consommation où les consommateurs ne sont pas toujours au rendez-vous, un peu désarmés alors qu'ils ont investi, parce que la transition, elle est coûteuse aussi. Hein. Acheter un pulvérisateur pour pouvoir pulvériser du kaolin et non pas des produits phytosanitaires, ça a un coût. Donc il y a ce sentiment finalement, notamment en Occitanie, sur le terrain, d'avoir joué le jeu et de ne pas finalement voir la valeur au bout du bout. Donc ça, c'est très présent hein, dans les échanges qu'on peut avoir sur le terrain, le sentiment de ne plus avoir les moyens de faire, d'avoir consenti des efforts et des efforts qui ne payent pas toujours. Et c'est quand même intéressant de voir que ce mouvement est parti de la première région française en agriculture biologique. D'où ce slogan aussi qui a été lancé par des agriculteurs du Tarn, hein, On marche sur la tête, c'est un slogan qui parle à tous, malgré des réalités sociales et économiques qui sont contrastées. C'est quand même intéressant de constater que ces injonctions apparaissent plus que jamais paradoxales, avec, troisième point aussi, une profession qui se semble finalement confrontée ou du moins marquée du sceau d'un sentiment d'injustice. Là aussi, c'est pas, à mon avis, anecdotique, où le fait du hasard d'avoir vu partir cette crise, notamment de certains départements d'Occitanie, où les agriculteurs sont les premières victimes aussi du changement climatique, et alors même que certains sont engagés dans des processus de transition, avec un sentiment très fort de résignation et un sentiment de perdre la main. Ce qu'on peut aussi comprendre de cette crise, c'est finalement des difficultés à mettre en place une norme. Ce n'est pas forcément pour moi, contrairement au slogan, un rejet de la norme, mais c'est finalement ce qui est dénoncé surtout, c'est la pertinence économique et même la pertinence agronomique et environnementale d'exigences réglementaires qui peinent à être absorbées par une exploitation familiale aujourd'hui qui est désarmée humainement. Hein. Planter des haies, ça signifie aussi avoir recours à des entreprises parfois de sous-traitance, à une main-d'œuvre qui n'est pas toujours là, qui n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a aussi dans les slogans une question d'applicabilité hein, de la règle et de la norme. Une norme qui perdrait selon eux un sens, la forme prenant le pas sur le fond. Donc je pense que c'est quand même intéressant de constater que finalement, il n'y a pas derrière cette crise un rejet des normes, surtout dans une région comme l'Occitanie, leader en matière d'AOP ou d'IGP
On voit bien que les agriculteurs sont les premiers producteurs de normes. La question qui est posée par les agriculteurs sur le terrain, c'est le sens de la norme et surtout la capacité de la norme à produire de la valeur. Donc la confiance, elle est rompue avec certains politiques, même localement, de gauche comme de droite, qui sont quand même dans l'impasse depuis des années quant à leur capacité à parler aux entrepreneurs finalement artisanaux, commerciaux, patrimoniaux ou industriels qui sont. Confiance rompue aussi dans des territoires avec des populations qui ont du mal à accepter un certain nombre de projets, et notamment des projets de restructuration, et donc le sentiment finalement d'être des variables d'ajustement dans un contexte de transition. Voilà ce que je voulais dire hein, à propos de cette crise. Juste une petite focale, si vous me le permettez, sur la situation syndicale française. Hein. La FNSEA, c'est 55% quand même des voix aux élections Chambre d'agriculture. La FNSEA, depuis 2013, n'est pas en recul. Elle se repositionne même dans un certain nombre de départements avec des victoires symboliques comme le Calvados, les Charentes, le Puy-de-Dôme ou la Réunion. Donc on voit bien finalement que la FNSEA, ce sont avant tout des FDSEA qui, on l'a vu dans le mouvement, n'ont pas souhaité suivre l'avis aussi de la FNSEA et de la maison mère. Hein. C'est pour ça que vous avez des FDSEA dans l'Ariège ou le Tarn qui n'ont pas été complètement alignés sur les mots d'ordre et qui n'ont pas attendu finalement le feu vert de la maison mère. Donc, je pense qu'il faut regarder quand même de près la situation de cette organisation syndicale qui est loin d'être aux seules mains des céréaliers quand même. Hein. Je pense qu'en termes de structuration syndicale sur le terrain, c'est juste un tout petit peu plus compliqué que ça. Et c'est là aussi que les difficultés peuvent advenir aussi pour cette organisation. On voit bien que cette organisation qui apparaît souvent comme monolithique depuis les années 80-90, elle est quand même bousculée. Elle est bousculée non pas à sa gauche, et notamment, il faut quand même le reconnaître, la gauche paysanne perd du terrain, mais à sa droite, avec la coordination rurale, qui a vu ses scores augmenter largement avec 3 prises de guerre, 3 chambres d'agriculture, dont celle du Lot-et-Garonne, avec son célèbre leader, Bousquet-Cassagne, sur lequel on pourra revenir. Organisation méconnue, et je me permets justement de mettre l'accent quand même sur cette organisation qui fait de la disparition des agriculteurs finalement un leitmotiv. On le voit à travers ces autocollants distribués au sein de l'agriculture depuis 2017, qui est la rare organisation syndicale à avoir bousculé le système cogestionnaire à partir des années 90 avec des actions qui ont conduit à la suppression du Fonds national du développement agricole en 2005. Donc, on voit bien que le système cogestionnaire est quand même bousculé depuis les années 90 par cette petite organisation qui a fait alliance en 1995, après être née en 92 dans des régions céréalières, avec la Fédération française de l'agriculture. Et une organisation qui a fait de la prophétie son discours et qui surfe entre axiomes économiques, axiomes sociaux, axiomes symboliques et même axiomes environnementalistes. Donc je voulais revenir quand même rapidement sur ces éléments à la fois de cadrage et cette perception que j'ai par le bas de la crise, mais aussi mettre peut-être la focale sur des éléments relatifs à cette organisation qu'on connaît mal, la coordination rurale, et qui finalement, dans son processus d'émergence, en dit long sur les fragilités quand même de ce système cogestionnaire. Parce que oui, je pense, comme le dit à juste titre Ève, il y a dans la cogestion les ferments de la crise, il y a des éléments qui expliquent pour une grande part cette crise, mais dans les mesures qui sont annoncées, on voit bien que il est nécessaire d'en donner à toutes et à tous, et on voit bien notamment avec la dernière mesure sur les plis planchers, que finalement, il faut essayer de satisfaire, pour sortir de la crise, non pas un syndicat, mais 3 syndicats, ce qui complique le jeu co-gestionnaire, à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Voilà, on pourra en dire. Merci.
Merci beaucoup, François. Nous reviendrons à la fin de ce tour de table sur justement les propositions qui sont faites pour sortir de la crise. Merci d'avoir fourni un éclairage nourri par le terrain, celui de l'Occitanie en particulier, et puis d'avoir braqué le projecteur sur la scène syndicale. On va poursuivre l'exploration sociologique que vous nous avez proposée, Ève et François, à travers déjà pas mal d'angles d'attaque, mais cette fois en examinant la dimension féminine de cette crise. Et Clotilde va nous aider à comprendre en quoi cette variable est importante sur la base du travail de terrain qu'elle a fait elle aussi. Oui, merci. Alors, actuellement en France, les agricultrices représentent 32% des actifs permanents agricoles. Un quart des chefs d'exploitation ou collaborateurs, collaboratrices sont des femmes, si on prend les données du ministère de l'Agriculture, toutes récentes. Et la part des femmes dans la profession, comme dans les formations agricoles, a augmenté, mais surtout leur visibilité au sein de la profession s'accroît. Alors, elles exercent à différentes fonctions dans les exploitations de toute taille, hein, des fermes-firmes, des exploitations familiales et des exploitations de subsistance, si on reprend la typologie de François Purseigle et Bertrand Hervieux. Alors, comme pour les agriculteurs, les agricultrices connaissent une grande variation de situation. Je pense que ça va être un défi d'aujourd'hui, hein, de montrer toute cette variation, hein, cette diversité des situations. Les agricultrices, elles sont surreprésentées tout de même dans l'élevage, le maraîchage, dans des exploitations de petite taille, du fait d'un accès au foncier plus difficile en tant que chef d'exploitation. Leur part est un peu plus importante aussi dans l'agriculture biologique, même si ce n'est pas forcément un écart extrêmement grand. En tout cas, elles représentent chaque année un tiers des nouvelles installations. Alors, à propos des mobilisations récentes ou actuelles, hein, du fait de leur part moins grande dans la profession, de la répartition sexuée des tâches en agriculture, surtout dans les grandes fermes, et des représentations sexuées des techniques, les femmes sont moins nombreuses sur les barrages, ou étaient moins nombreuses, et pas tellement sur les tracteurs. Néanmoins, beaucoup d'agricultrices ont manifesté sur les sites des blocages. Certaines sont venues sur le tracteur et leur présence est relevée dans une presse variée, que ce soit à la une de Paris Match du 1er au 8 février 2024 ou dans le dossier que consacre à ce mouvement le journal L'Humanité, daté du 1er février 2024. Beaucoup d'agricultrices se présentent aux côtés de leur mari, l'agriculture restant un métier de couple, ou se présentant souvent comme telle dans la presse agricole ou dans les médias, dans la profession. Les agricultrices, dans ces mobilisations récentes, elles mettent en scène la famille, leurs enfants, même jeunes. Je peux prendre un exemple en Bretagne d'une manifestation devant Lactalis début février 2024 où elles font circuler leurs enfants, les petits garçons, juchés sur leurs jouets, des tracteurs à pédales. On peut voir sur le site de France 3 Bretagne, hein, l'émission Petits tracteurs et grande colère. Donc, elles sont là dans toute leur diversité. Alors, aujourd'hui, les femmes en agriculture avec détermination ont acquis une visibilité accrue. Hein. Bien des porte-paroles des différents syndicats sont des femmes. Soulignons la féminisation récente, d'ailleurs, des postes de responsabilité syndicale. Christine Lambert, présidente de la FNSEA jusqu'en 2023, présidente actuellement du COPA, COPA-COGECA, sorte de syndicat agricole majoritaire au niveau européen. Signalons aussi Catherine Fèvre-Pierret, agricultrice dans le Doubs et présidente de la Commission nationale des agricultrices de la FNSEA, ou au niveau régional, par exemple, à la FRSEA Bretagne, Laetitia Bouvier, hein, depuis début 2024. Côté Confédération paysanne, citons la porte-parole au niveau national, Laurence Marandola, agricultrice en Ariège, la secrétaire générale, Véronique Marchesso, hein, ou encore au niveau départemental, Agnès Fortin-Rousteau, porte-parole de la Confédération paysanne au niveau du département de Charente-Maritime, de Charente, pardon. Alors, au niveau de la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, des choses intéressantes également. L'équipe de la FNAB compte 15 femmes sur 20 personnes, dont la déléguée générale Sofia Magnoni et la codirectrice Claire Paganelli. On pourrait aussi, pour le troisième principal syndicat, la coordination rurale, citer Karine Duc, hein, du Lot-et-Garonne, hein, coprésidente de la coordination rurale. Hein. Alors,
plus visibles donc, en tant que porte-parole. Et puis plus largement, professionnellement, les agricultrices aujourd'hui sont toutes soucieuses de leur place et de leur statut professionnel récemment acquis et de haute lutte. Mais l'égalité professionnelle reste au calendrier et sur la feuille de route de différents syndicats, en mixité ou en non-mixité. Comme le disent les jeunes femmes que j'ai interviewées dans des lycées agricoles, il faut avoir du caractère. Et la poursuite de la croissance de la part des femmes dans cette profession ne pourra se faire que si les résistances à leur accueil, à l'accès au foncier et aux prêts bancaires s'atténuent. Si je me réfère aux travaux de Sabrina Dahache. Alors, aujourd'hui, on reviendra peut-être après un peu sur leurs différents statuts, mais je voudrais me centrer d'abord sur le mouvement. Donnent-elles, ces agricultrices, à entendre un point de vue particulier sur les réalités agricoles? Alors oui et non. Non, parce qu'elles sont intégrées à un ensemble agricole lui-même varié, qu'elles représentent leur milieu, qu'elles représentent leur syndicat. Et on l'a dit, ceux-ci sont divergents. Oui et non, parce qu'elles se positionnent différemment comme professionnelles et comme femmes. Certaines se disent féministes, mais la majorité surtout pas. Certaines se réfèrent à une conception, j'allais dire, unitaire, universaliste de l'être humain. D'autres revendiquent une conception essentialiste, c'est-à-dire se réfèrent à la nature pour convier une différence ontologique fondamentale entre masculin et féminin, soit par conviction, par exemple par conviction religieuse, soit par pragmatisme, pour se faire entendre, comme c'est le cas de certains courants écoféministes. Alors oui, en même temps, les prendre en considération permet de révéler une situation différente et de rappeler une tension entre différents impératifs en agriculture, j'allais dire au-delà, au niveau sociétal, en tout cas le difficile équilibre entre les dimensions économiques, écologiques et sociales. On a beaucoup entendu parler dans ces mouvements de métier-passion. En tout cas, pas mal de femmes porte-parole en ont parlé ces dernières semaines. Mais bien des agricultrices soulèvent ces questions. La passion, à quel prix? Elle souligne la demande de revenus, de congés, de temps libre, qui sont variables selon les situations, les types de production. Certaines productions, comme l'élevage, sont plus contraignantes que d'autres en termes de temps. Elle dénonce la pression, les troubles de santé engendrés. Il faut penser aux problèmes pointés du risque suicide qui touche particulièrement cette profession. Je pense dans le quart nord-ouest de la France, dans le Calvados, il y a eu un mouvement des foulards noirs qui revient un peu à l'ordre du jour, qui pointe ce risque-là, ce qui a fait ce risque suicide dans l'agriculture, a fait l'objet d'une thèse tout à fait passionnante, celle de Nicolas Desfontaines récemment. Alors, ces femmes, ces agricultrices, elles sont en tension entre différents pôles, dans une agriculture qui reste teintée d'un familialisme agricole, pour reprendre les propos de Clémentine Commer, en tension entre un pôle famille, justement, avec un travail en couple, avec des parents, des beaux-parents auxquels succède ce couple, avec un patrimoine familial à faire valoir et, si possible, à transmettre, entre le pôle aussi, l'autre pôle économique qui concerne les banques, les filières de vente, d'approvisionnement, des centrales d'approvisionnement, de vente, entre aussi un pôle, j'allais dire, de l'ordre des représentations du métier aussi, avec lesquelles l'agriculture se débat, les agriculteurs et agricultrices se débattent, un métier mal connu, déformé, à défendre et qu'elles défendent. Et puis, un pôle d'individus voulant exister avec un statut clair, comme agricultrice, une fonction dans le métier, non cantonnée systématiquement à la comptabilité, à l'accueil, à la vente, pas forcément donc renvoyée à la maison. Donc, beaucoup développent de nouvelles formes de travail agricole en agrobiologie, dans les AMAP, dans les formes familiales ou d'autres formes collectives également. Il y a beaucoup en ce moment d'inventivité par des courants écoféministes, par des courants LGBTQ+, pour ne pas réserver l'économique aux hommes et le soin aux femmes, pour ne pas opposer économie et écologie, efficacité et soins, technique et nature. Voilà, on pourra passer un petit peu plus de temps éventuellement pour préciser un peu les statuts des agricultrices et leurs revendications sur ces questions qui ont été encore récemment une vraie question. Merci beaucoup Clotilde. On voit bien combien aborder cette crise à travers la variable du genre permet d'en rendre compte d'une façon transversale, puisque c'est effectivement une façon de revisiter des facteurs que l'on a
abordées déjà ou pas d'ailleurs, mais qui sont vraies au-delà de la question féminine, même s'il y a une spécificité qui s'ajoute lorsqu'on prend cette focale. Alors, pour conclure ce tour d'horizon, Jean-Noël va introduire ou plutôt développer une variable qui a déjà été introduite, mais d'une façon très cursive pour l'instant, c'est l'angle environnemental. Comment est-ce que finalement la crise que l'on voit se développer sous nos yeux est en partie surdéterminée par des questions liées à l'environnement, liées à la régulation des engrais, des pesticides, et on peut évidemment parler de transition vers une agriculture écologique comme un des facteurs, c'est ce que François a mentionné en passant, de l'explosion actuelle. Donc, Jean-Noël, merci de nous éclairer sur ce point. Mais merci Christophe, merci pour l'invitation. Bonjour, bonsoir à tous. Donc oui, je vais vous parler un peu de l'environnement dans la crise agricole. Euh, bon, assez évident que l'agriculture, je pense qu'on en a tous conscience maintenant, est une activité qui a un coût environnemental certain et démultiplié à bien des égards, évidemment. On peut penser bien sûr au poids très important de l'agriculture, et notamment de l'élevage dans les émissions de gaz à effet de serre. On peut penser aux enjeux de bien-être animal si on a une acception large de ce qu'est l'environnement, mais on peut penser, et on y a beaucoup pensé avec la crise, évidemment, à la question de la chimie en agriculture et notamment des pesticides, puisqu'on a bien, je pense, vous avez tous pu mesurer le caractère presque totémique de cet enjeu dans la crise et dans sa résolution. La réponse gouvernementale à la colère des agriculteurs est largement passée par des négociations et par des concessions faites sur la question de l'accès des agriculteurs aux pesticides et du contrôle de ces produits et de leurs dangers pour la santé et l'environnement. Hein, simple rappel, les pesticides sont par définition des produits toxiques et donc des produits dangereux. Ils ont pour vocation d'endommager la santé d'organismes vivants, des mauvaises herbes, des champignons, des insectes. Et il y a de très longues dates des politiques publiques qui visent à empêcher que ces effets toxiques atteignent des cibles non désirées, telles que la faune, la flore sauvage, mais aussi les populations humaines exposées, vous et moi comme consommateurs de fruits et légumes, des gens qui résident à proximité des parcelles sur lesquelles sont épandus des pesticides, et puis, j'y reviendrai tout à l'heure, mais la population humaine de très loin la plus exposée aux pesticides, c'est les agriculteurs eux-mêmes, évidemment. Donc, simple rappel sur la manière dont le gouvernement a mobilisé l'enjeu des pesticides pour répondre à la crise. Alors, ce n'est pas la seule réponse, hein. On a bien vu que les questions plus économiques de prix plancher ont fait un retour plus tardif dans la mise en scène de la réponse gouvernementale, mais dans un premier temps, c'est beaucoup autour des pesticides que c'est constitué la réponse gouvernementale à la crise. Je pense que vous l'avez en tête, hein, mais c'est des enjeux dont on a beaucoup, beaucoup parlé depuis. La mise en pause du plan Écophyto. Donc, le plan Écophyto, en fait, c'est les plans Écophyto, hein, c'est-à-dire c'est des plans de politique publique qui, depuis plus de 15 ans maintenant, depuis 2008, organisent la poursuite d'un objectif qui est la réduction massive de l'utilisation de pesticides dans l'agriculture française. Et cet objectif n'est jamais atteint, puisque s'il y a des plans éco-phyto, c'est qu'en fait, les plans éco-phyto se succèdent en repoussant toujours à plus loin cet objectif. En fait, depuis la mise en place du premier plan éco-phyto en 2008, la diminution massive des pesticides est restée une vue de l'esprit. On est resté en fait à un niveau très élevé d'utilisation de pesticides en France. Et puis l'autre aspect dont on a le plus parlé des concessions du gouvernement sur le volet, sur le chapitre des pesticides, c'est la pression mise par le gouvernement sur les institutions qui, d'un bout à l'autre de la chaîne, élaborent les politiques publiques de contrôle de ces produits et de leurs effets sur la santé et l'environnement. Ça, c'est l'ANSES, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui évalue les risques des pesticides et qui autorise leur commercialisation. Et à l'autre bout de la chaîne, pression également institutionnelle mise sur l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui exerce des missions de contrôle au niveau des exploitations pour vérifier si les agriculteurs sont bien en conformité avec leurs obligations sur le plan environnemental.
Je pense que vous avez tout ça en tête, hein, ça plante un peu le décor de la réponse institutionnelle qui a été apportée à la crise et du poids vraiment très important qui joue les concessions sur les politiques publiques qui visent à contrôler les pesticides. Alors, je ferai juste un ou deux points là-dessus rapidement. Je pense que ce que nous raconte cette histoire, c'est d'abord, pardon pour ce lieu commun, mais c'est la dépendance très forte de l'agriculture française à cette technologie chimique. C'est-à-dire, si le gouvernement a cédé là-dessus, c'est pas par hasard, c'est parce que les agriculteurs tiennent, pour une grande part d'entre eux, à pouvoir toujours être en mesure d'avoir un arsenal chimique très important qui leur permet de répondre à ce qu'on appelle la pression phytosanitaire, c'est-à-dire aux menaces qui pèsent sur les récoltes par le biais de divers ravageurs, donc je vous l'ai dit, champignons, mauvaises herbes ou insectes. Si on la regarde sur le temps long, cette dépendance, c'est le produit d'une histoire, évidemment. C'est le produit d'une histoire sur le détail de laquelle je ne vais pas revenir et sur laquelle Ève a déjà donné quelques indications. Mais si les pesticides sont très utilisés en agriculture française, comme dans plein d'autres agricultures d'ailleurs à l'échelle mondiale, c'est pas par hasard, évidemment, c'est parce que ces produits rendent de fiers services, et notamment parce qu'ils permettent non seulement, on le sait, d'augmenter les rendements, mais aussi ils permettent de les sécuriser. Et ça, dans une optique de conversion massive au productivisme au cours du dernier demi-siècle, c'est vraiment très important parce que, puisque le productivisme passe par des investissements importants, l'achat de pesticides bien sûr, mais ce n'est pas ça le plus important économiquement. Le plus important, c'est l'achat de terres et l'achat de matériel. Et sécuriser les récoltes, c'est très très important dans cette optique économique, puisque ça crée évidemment de la prévisibilité, et donc de la capacité d'investissement. Et se passer des pesticides, ça induit un risque plus important, un aléa plus important sur la capacité à récolter. Et c'est un des éléments qui explique pourquoi ces produits sont tellement enquistés dans notre agriculture. Par ailleurs, les pesticides, c'est aussi des produits qui rendent de fiers services en termes d'amélioration des conditions de travail. Dans le cadre de modèles familial d'exploitation agricole, dont François nous a bien montré qu'on est en train de sortir, mais qui reste le modèle historiquement dominant et qui reste important aujourd'hui, bah, évidemment, les générations d'agriculteurs sont souvent elles-mêmes héritières d'exploitations sur lesquelles travaillaient leurs parents et ont tendance à se comparer. Et il est évident qu'une exploitation qui marche avec et sans herbicides, par exemple, ce n'est pas la même chose, du point de vue des conditions de travail, du point de vue de la possibilité de dégager du temps pour soi, d'accéder à la société de consommation, à la société des loisirs, même marginalement et même sans doute beaucoup moins que la moyenne de la population, mais il n'empêche que c'est voilà. Il y a des conditions, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des conditions économiques, techniques, mais aussi sociales qui font que les pesticides ont la place qu'ils ont dans l'agriculture française. Voilà, alors il y a un petit paradoxe, je le disais en introduction, la population la plus exposée à ces produits dangereux, c'est les agriculteurs eux-mêmes. Et donc, la crise, elle pose une petite question, c'est pourquoi, finalement, les agriculteurs sont tellement accrochés à ces produits qui les mettent pourtant en danger. Alors, je voudrais juste vous donner quelques éléments là-dessus que j'ai beaucoup croisés dans mes enquêtes, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question des maladies professionnelles en agriculture, et notamment des maladies professionnelles liées aux pesticides. Et donc, juste quelques petits éléments que vous devez, je pense, avoir en tête, qu'il est bon d'avoir en tête quand on essaye de comprendre ce dossier des pesticides et les questions complexes qu'ils posent en agriculture. Les pesticides sont donc des produits dangereux, mais c'est aussi plus précisément des facteurs de risque professionnels qui sont aujourd'hui relativement bien établis, notamment par une série de données épidémiologiques. Donc, pour vous dire un peu rapidement ce qu'il y a à savoir sur le sujet, ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on sait depuis une vingtaine d'années de manière de plus en plus claire, c'est que l'exposition des agriculteurs aux pesticides, leur exposition professionnelle, augmente le risque qu'ils subissent un certain nombre de pathologies chroniques. Pour ce qui est le mieux connu, c'est des cancers du sang, le cancer de la prostate, des maladies neurodégénératives, notamment la maladie de Parkinson, mais aussi des pathologies respiratoires, des tumeurs cérébrales et une série d'autres pathologies qui sont liées à l'exposition professionnelle aux pesticides. Et malgré ces données alarmantes, ce que montre bien la crise, c'est que les agriculteurs et leurs représentants politiques, et notamment le syndicat majoritaire, restent très attachés à un modèle agricole dans lequel la capacité d'accéder à une grande variété de pesticides et à pouvoir les épandre sur les récoltes reste vitale. Je rappellerai juste deux petits éléments à ce sujet que j'ai croisés dans mes enquêtes. D'abord, depuis une dizaine d'années, ont été créés des tableaux de maladies professionnelles qui facilitent en tout cas la reconnaissance des maladies professionnelles des agriculteurs du fait des pesticides.
Et dans les négociations qui entourent la création de ces tableaux, qui ont entouré la création de ces tableaux, la FNSEA est clairement apparue comme un frein important à la création des tableaux. Puis, une fois que le principe des tableaux a été admis, la FNSEA a pesé de tout son poids pour que la rédaction en soit aussi minimale que possible, aussi minimaliste que possible, aussi peu avantageuse que possible. Mais je dirais aussi autre chose, d'un autre peut-être plus surprenant. Moi, j'ai beaucoup travaillé, je vous le disais, sur les maladies professionnelles liées aux pesticides, et notamment sur les mouvements de victimes de ces maladies professionnelles, notamment sur une association créée il y a une douzaine d'années, Phytovictimes, qui représente les agriculteurs malades des pesticides, ce qui est assez intriguant quand on étudie cette association, c'est de voir que ces agriculteurs qui se sont reconnus malades des pesticides, eh ben, continuent à les utiliser pour la plupart d'entre eux. Comme quoi, ça va vraiment pas de soi de se passer de ces produits. Alors, je finirai là-dessus. Pourquoi les agriculteurs continuent à utiliser ces produits qui les mettent pourtant en danger? Une manière d'y répondre tient dans le fait que ces agriculteurs ont une forme de confiance dans des politiques publiques qui, je vous l'ai dit, depuis longtemps, cherchent à contrôler ces produits et leurs dangers sur les agriculteurs par l'intermédiaire d'une autorisation de mise sur le marché. Politique publique qui porte une promesse de contrôle des dangers des pesticides. Certes, c'est dangereux, mais on peut contrôler ces dangers dès lors que les agriculteurs respectent des conditions d'usage qui sont préconisées sur l'étiquette et qui portent des combinaisons, des gants et toute une série d'équipements individuels qui sont censés les protéger. Ce qui place les agriculteurs en situation d'arbitrage entre un risque lointain, celui de devenir malade un jour, mais un risque qui paraît maîtrisable, puisque en théorie, s'ils font ce qui est marqué sur l'étiquette des produits, ils sont censés ne pas se mettre en danger, ce qui en fait apparaît extrêmement discutable au vu des données épidémiologiques. Mais ils font cet arbitrage entre ce risque lointain et maîtrisable et ce risque immédiat ou quasi immédiat de perte de récolte. Et cet arbitrage, clairement, il ne joue pas en faveur d'une moindre utilisation des pesticides. Voilà, je conclurai en disant que ce que montre cet exemple des phytosanitaires, des pesticides, c'est que les agriculteurs restent la cible des politiques agricoles, ce qui en retour légitime aussi le fait que la cogestion continue sous des formes constamment renouvelées, mais on voit bien que l'essentiel du débat autour de quelle agriculture on veut est resté pour l'heure confiné dans un échange entre des syndicats et un ministère. Voilà, je pense que Ève pourra embrayer là-dessus. Mais évidemment, on peut déplorer le fait que l'agriculture, c'est une affaire qui nous concerne tous, évidemment. Non seulement parce qu'on doit tous se nourrir, mais aussi parce qu'on a bien compris que l'agriculture, ça allait être un des pivots, c'est un des pivots essentiels de la réponse à la crise climatique. On ne peut pas imaginer une réponse à la crise climatique qui ne passe pas par le développement d'une agriculture, de maintien d'une agriculture en France. Voilà, question démocratique, pour l'instant peu débattue à l'échelle démocratique, mais je m'en tiens là. Merci beaucoup, Jean-Noël, pour cet éclairage qui effectivement déborde le cas de la seule agriculture, mais c'est effectivement dans le milieu agricole que la question se pose en premier. Alors, j'invite maintenant tous ceux qui le souhaitent à utiliser la boîte questions-réponses pour poser leurs questions, faire leurs remarques. Il y a parmi ceux qui nous suivent ce soir des experts, certains aussi experts que nos intervenants du jour. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, mais avant d'en arriver à cette dernière séquence qui est celle des questions-réponses, un nouveau tour de table rapide, je pense, mérite qu'on y consacre du temps, celui des réponses apportées à la mobilisation. Jean-Noël a abordé l'un des thèmes, ça a été la question des pesticides, des engrais en général. Comment les uns les autres, les unes les autres, vous appréciez les réponses apportées à la mobilisation? euh, qui a été, entre guillemets, le plus efficace? Est-ce que les réponses sont les bonnes, vu l'ampleur des défis qui sont posés? Que vous puissiez nous éclairer sur ce qui d'ailleurs n'est pas encore tout à fait terminé, hein, le cycle de négociation qui débouche sur de nouvelles dispositions. Et peut-être qu'on peut repartir par recommencer ce tour de table par vous, Ève, et si vous avez d'autres commentaires à apporter, n'hésitez pas à le faire. Mais chacun et chacune,
doit être bref pour qu'on puisse avoir le temps des questions-réponses. Oui, alors merci Christophe. Simplement sur ces réponses, moi je vais reformuler l'hypothèse que je formulais tout à l'heure, c'est que la réponse principale donnée pendant, je sais pas, un mois de crise avant hier matin ou l'ouverture du salon quand le président de la République s'y est rendu a sorti du chapeau cette idée de prix plancher qui est complètement différente effectivement des précédentes réponses qui étaient essentiellement des réponses autour des questions de pesticides, comme on a dit, Jean-Noël en a fait la liste, et quelques réponses autour de la loi Egalim et du fait de renforcer la mise en œuvre de la loi Egalim. Vraiment, la réponse, elle est quand même très, très fortement focalisée sur cet enjeu des pesticides. Et pour moi, c'est vraiment le reflet du rôle majeur et du rôle de pilotage majeur qu'ont les grandes production végétale au sein de la FNSEA et donc céréaliers, oléoprotéagineux, maïs, etc., qui sont les principaux interlocuteurs du pouvoir et qui sont en plus sur une même vision d'une agriculture autour de la troisième révolution agricole avec la robotique, la génétique, le progrès technologique comme réponse aux problèmes de changement climatique ou de crise de la biodiversité. Donc, pour moi, c'est principalement cette réponse qui a été donnée. Et effectivement, comme l'a très bien dit François, certainement, ça n'a pas calmé le mécontentement d'un tas d'agriculteurs hors des clous de la cogestion classique et de cette mainmise des productions végétales sur la négociation et sur le contenu de ce qu'ils décident. Et donc, ça n'a pas calmé les choses. Et finalement, il est arrivé à faire cette proposition de prix plancher que je laisse mes collègues économistes qui sont peut-être dans l'assistance, mais on ne voit pas qui est là, spécialistes de ces choses-là, en parler. Mais ça va être très compliqué la mise en œuvre de prix plancher dans une économie qui est complètement ouverte sur le reste du monde. Je veux dire, ça voudrait dire revenir à des dispositions aux frontières. Ça doit être très... Moi, je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais ça paraît très compliqué. Et je pense que les services du ministère de l'Agriculture doivent être complètement angoissés pour arriver à avoir des propositions qui tiennent à peu près la route sur cette histoire de prix plancher. Mais bon, je voulais juste simplement quand même sur ces histoires de transition écologique, effectivement, c'est un enjeu majeur et que clairement, on refuse de prendre en charge et que depuis, ça a commencé à être discuté, ces choses-là, dès les années 80. Hein. On avait des premières propositions au niveau de la PAC de mesures agri-environnementales dans les années 80. Et depuis, comme l'a bien décrit Jean-Michel avec l'exemple Jean-Noël, pardon, avec l'exemple du plan éco-phyto, on a des réticences très fortes du syndicalisme majoritaire à prendre en charge cette question-là. Et pour le coup, là-dessus, la coordination rurale, autant elle remet en cause très violemment la position hégémonique de la FNSEA, autant en termes de modèle agricole, elle est à peu près sur ce même modèle agricole hyper productiviste. Et en même temps, quand on interroge les agriculteurs, il y a un sondage BVA Excite qui est sorti il n'y a pas longtemps, on voit que 62% des agriculteurs estiment que la transition écologique est une nécessité et 23% considèrent qu'il s'agit même d'une opportunité. Donc, il y a aussi une façon de faire les choses et ça prouve encore que cette petite fraction que j'ai bien montrée sur la carte de l'utilisation des pesticides ne représente pas la totalité des agriculteurs. Peut-être autour de comment cette question-là a été introduite dans les politiques agricoles françaises, elle a été introduite de façon très, très marginale. Quand on regarde le budget qui est versé au système alimentaire chaque année, c'est 45 milliards d'euros. 45 milliards d'euros en France pour le système alimentaire. Et sur ces 45 milliards d'euros, il y en a moins d'1% qui vont à l'incitation efficace à une sortie, notamment des pesticides. Et en gros, c'est le soutien à l'agriculture biologique. Donc, on a des instruments qui officiellement seraient en charge de prendre en charge cette transition agroécologique. C'est notamment l'éco-régime, le fameux éco-régime de la PAC, qui est le principal instrument en fait de verdissement des pratiques agricoles et qui a été mobilisé en France de façon très lâche, puisqu'on a fait en sorte que 90% des agriculteurs puissent le toucher sans changer leurs pratiques productives. Donc,
on a vraiment une timidité très forte dans, disons, la mise en œuvre de critères environnementaux dans la façon dont on distribue les subventions, notamment de la politique agricole commune. De la même façon, les incitations à l'investissement, etc., elles n'ont pas du tout pris ce tournant-là non plus. Et si on regarde les politiques, la politique de l'agriculture biologique, qui a fait ses preuves sur le terrain. Techniquement, on peut produire sans produits chimiques de synthèse, c'est-à-dire sans engrais, sans pesticides. On peut le produire. L'agriculture biologique le prouve tous les jours. Il y a des scénarios, notamment, je renvoie aux scénarios et de travaux très intéressants de l'IDRI, TIFA ou de Solagro, avec leur scénario AFTER, qui montrent qu'on peut tout à fait nourrir la France pour Solagro, l'Union européenne pour l'IDRI, sans produits chimiques de synthèse à horizon 2050, en nourrissant tout le monde au même titre qu'on les nourrit aujourd'hui. Ça implique une transition alimentaire notamment, et le fait de manger moins de viande. Ça c'est tout à fait construit et démontré sur le principe. Avec la même surface agricole, on peut produire pour nourrir tout le monde. Et donc, on pourrait imaginer que les politiques publiques aillent dans ce sens-là, c'est-à-dire d'inciter à à une agriculture sans utilisation de produits chimiques. Si on regarde l'agriculture biologique, en gros, la politique de l'agriculture biologique depuis les années 80 en France, et ensuite c'est passé au niveau européen au début des années 90, c'est un cadre réglementaire, c'est-à-dire un label. C'est-à-dire qu'on reconnaît une spécificité à ce mode de production, un cahier des charges, on indique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et un mode de certification, c'est-à-dire qu'on assure à peu près au consommateur que quand il va acheter un produit biologique, ça va être effectivement, ça a toutes les chances d'en être un, et ça permet au producteur de distinguer son produit, de le vendre un peu plus cher pour couvrir des coûts de production qui sont plus chers, puisqu'il demande plus de main-d'œuvre, comme l'a expliqué Jean-Noël. Je ne sais pas pourquoi je veux t'appeler Jean-Michel. Et donc, on a ce cadre réglementaire qui est là, c'est-à-dire que l'État a construit un marché de niche, qu'il a conçu comme un marché de niche, et duquel on ne peut pas sortir, puisqu'il n'y a pas du tout d'aide, ou très peu. J'ai dit, c'est moins d'1% du soutien public au système alimentaire qui va vers l'agriculture biologique. Et en plus, ce sont des aides qui sont très instables, qui sont passées du premier au second pilier, dont les modalités de gestion changent tout le temps, dont les modalités, le burden administratif là, est énorme, c'est-à-dire que c'est très compliqué pour les agriculteurs. Donc ça renvoie vraiment à la difficulté du travail de tous les jours et de cette part que prend l'administration. Donc on n'est pas du tout sur l'idée de proposer un autre mode de production agricole à travers les politiques publiques. Et pire, on institutionnalise dans les politiques françaises des labels concurrents. Dans les années 90, c'était l'agriculture raisonnée, qui ne demande à peu près aucune exigence à part le fait de suivre la réglementation sur les pesticides, qu'on a érigé en label pour les agriculteurs. Et puis là, tout récemment, c'est l'agriculture à haute valeur environnementale qui a un succès plus grand que l'agriculture raisonnée, et qui non seulement fait concurrence au bio aux yeux des consommateurs, puisqu'ils ont l'impression d'acheter du bio pas cher, puisque le logo, il évoque un respect de l'environnement, etc., alors que les critères pour l'obtenir ne sont pas du tout exigeants en termes notamment d'utilisation de pesticides, et rien évidemment sur les engrais. Et c'est aussi un critère, un élément de mise en concurrence du bio avec le reste de mise en concurrence pour le bio, pour l'obtention des aides, puisque notamment les aides de la PAC pour l'éco-régie, on a à peu près le même niveau. On obtient l'éco-régime de la même façon, ou à peine un peu mieux quand on est bio que quand on est HPE. Donc on a vraiment un système de politique publique qui a complètement mis sur la touche ces modes de fabrication des produits alimentaires différents et non basés sur la chimie. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon… Non, mais c'est très précieux, Ève, d'avoir cette analyse qui conclut, en tout cas ce que j'en conclus, c'est que on a d'une part une reculade sur la question environnementale, et d'autre part une fausse solution avec les prix planchers, ou en tout cas une solution dont on ne sait pas comment elle pourra être mise en œuvre, comme si on avait gagné du temps. Je ne sais pas, François, si tu veux réagir, sachant que par ailleurs, les questions s'accumulent et qu'il faudra bien y répondre.
Je vais essayer d'être bref. Je pense qu'on voit bien ici même que de toute façon, la réponse autour d'un retrait d'un certain nombre de plans, notamment Ecophyto, ne résout rien de cette crise qui est protéiforme, parce que finalement, c'est aussi, comme je l'ai dit, assez souvent une crise existentielle. C'est la crise d'une profession ou deux professions qui se voient mourir. Quand on a écrit Une agriculture sans agriculteurs, je ne pensais pas que ce titre allait être autant à la mode sur les manifs, mais c'est vrai que, et on voit bien que de toute façon, on ne peut pas résoudre cette crise comme on arrivait à résoudre une crise dans les années 50-60, parce que la cogestion, pour que ça puisse fonctionner, ça devait relever de trois conditions qui étaient requises. L'affirmation et la préservation de l'unité paysanne. Un. Deux, il fallait circonscrire le périmètre politique de cette cogestion. Ce périmètre politique de la cogestion, c'était quoi? C'était l'exploitation à 2 unités travail-homme, c'est-à-dire l'exploitation conjugale. Et cette pratique, ensuite, elle se déclinait à la fois à l'échelon national et à l'échelon départemental. Et on voit bien que de toute façon, depuis les années 80-90, elle a été bousculée par l'émergence du pluralisme syndical. On ne peut pas revenir là-dessus. Donc, finalement, les gouvernants doivent s'adresser à ces différentes franges, pardon, et on voit bien que de toute façon, on a un éclatement aux marges des formes d'organisation de la production, que le discours en termes de petits et gros ne permet pas d'expliquer ce qui se joue aujourd'hui. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'incapacité de toute façon du politique de répondre finalement à des questions qui relèvent d'une entreprise artisanale, d'une entreprise industrielle, d'une entreprise patrimoniale. Si dans les années 50-60, ou du moins dans les années 60-70, un seul instrument de politique publique, bon, à dominante économique, et je pense là à la PAC, pouvait permettre finalement d'actionner un certain nombre de leviers pour répondre, notamment en Europe, à des situations qui relevaient d'une même situation sociale et économique relativement homogène dans toutes ces exploitations. On faisait un peu de tout. Voilà, bon, bref, ça a fonctionné. On voit bien que aujourd'hui, on a des agriculteurs qui sont en situation d'extrême pauvreté et que seules des politiques sociales pourraient accompagner de toute façon les réponses à la crise, que dans des régions comme l'Occitanie, ce sont plutôt des politiques territoriales qui peuvent permettre d'accompagner finalement et de tracer le cap pour certains agriculteurs. Donc finalement, on ne pourra pas faire ce qu'on a fait dans les années 80-90 avec les mêmes outils. Moi, je pense que cet éclatement des formes d'organisation de la production et des stratégies qui sont à l'œuvre dans cette ferme France rendent, rendent difficile de toute façon une résolution qui relèverait d'un système cogestionnaire tel qu'on l'a pensé dans les années 70 et 80. Et on le voit bien, on voit bien que de toute façon ça patine, on voit bien que ça patine. À la fois, comme disait justement Ève, on a cherché à répondre peut-être à une frange, une élite de cette organisation professionnelle, mais que finalement, cette élite, elle n'incarne pas, comme ça a été souligné, l'étendue des réalités sociales et économiques, même au sein de la FNSEA. Même au sein de la FNSEA. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un certain nombre de FDSEA qui n'adhèrent pas à la FNSEA. Voilà, il faut quand même regarder de près, et je vous invite à lire les travaux aussi d'Alexandre Baïka, enfin, sur ce qu'est devenu la FNSEA. Bon, c'est de plus en plus difficile de toute façon, même pour une organisation comme la FNSEA, d'incarner de la ferme à la firme et d'incarner le patrimonial, le commercial, l'artisanal et l'industriel. C'est de plus en plus compliqué. Donc finalement, les gouvernants sont confrontés aux mêmes difficultés que l'appareil de représentation, qui est bien incapable de fixer le cap d'une politique agricole. Voilà, je termine là-dessus, mais voilà, c'est juste ce que je voulais Merci. dire. Merci beaucoup, François. Il y aura d'autres questions sur la FNSEA. On va passer aux questions maintenant, si vous le voulez bien, pour être sûr d'y répondre. Et deux d'entre elles sont directement adressées à Jean-Noël, comme vous avez peut-être pu le voir. Claire Romanas, pour Jean-Noël, au-delà de ce que vous évoquez justement sur les raisons de l'utilisation des pesticides, la FNSEA et ses dirigeants ont-ils des intérêts perso et financiers à continuer la pérennité de ce fonctionnement? Et Philippe de Divonne, question à l'intention de Jean-Noël Jouzel, est-ce que vous pourriez revenir sur les formes des pressions récentes faites sur l'ANSES OFB et notamment sur les impacts directs ou envisageables pour les agriculteurs et les consommateurs?
Est-ce que Jean-Noël, tu Ouais, peux réagir à cela bien directement? sûr, ouais, alors pour la première question, donc j'imagine c'est le sous-texte, c'est peut-être est-ce que la FNSEA a des intérêts très directs à la vente de pesticides? Euh, alors bon, enfin c'est pas forcément complètement à exclure, mais moi je pense que c'est pas du tout une hypothèse qui est nécessaire pour comprendre pourquoi la FNSEA défend les pesticides. D'abord, j'ai dit que la FNSEA s'était opposée à la création de tableaux de maladies professionnelles permettant d'indemniser les maladies des agriculteurs exposés aux pesticides, c'est vrai. Mais la FNSEA a aussi dit elle était prête à envisager la création de tels tableaux et surtout la création d'un fonds d'indemnisation qui a fini par voir le jour il y a 4 ans, un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. La FNSEA était pas vent debout contre cette option, mais demandait à ce que ce fonds soit financé par les industriels. Ce que je veux dire, c'est que la FNSEA n'hésite pas à pointer du doigt les industries phytosanitaires comme étant les responsables du problème. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr qu'ils soient en situation d'alliance si objective que ça avec les marchands de pesticides. Et pour la question de Philibert, alors bon, l'OFB, honnêtement, je connais assez mal, hein, les questions de biodiversité sont un peu loin de mon champ. En plus, je vois qu'il y a Léo Magnin dans les participants, donc parce qu'il est bien plus compétent que moi et j'aurais des scrupules à répondre. Pour ce qui est de l'ANSES, ben, on a compris le reproche que le gouvernement fait à l'ANSES, c'est de prendre des mesures sur des mesures d'interdiction sur des pesticides qui ne sont pas encore interdits au niveau européen. Mais l'ANSES ne fait qu'appliquer la réglementation européenne en faisant ça. L'ANSES, en fait, c'est une agence qui a hérité de l'autorisation de mise sur le marché des pesticides assez récemment, en 2016. Avant ça, il y avait une distinction assez claire. C'est l'ANSES qui évaluait les risques et c'est le ministère de l'Agriculture qui, sur la base de cette évaluation de risque, donnait ou non l'autorisation de vendre des pesticides. Maintenant, c'est l'ANSES qui doit tout faire. Donc, ça crée une situation compliquée, mais l'ANSES ne fait que son travail et en termes de conséquences, c'est difficile à imaginer. Là, les conséquences sont surtout symboliques, c'est-à-dire que je pense que c'est un peu désastreux de mon point de vue d'envoyer un message. De manière générale, la réponse du gouvernement sur les pesticides, je pense, renvoie dos à dos deux idéologies, hein, une selon laquelle il faut nourrir la planète et une selon laquelle il faut la protéger. Or, ce n'est pas deux idéologies qui se font face. Là, il y a d'abord des données scientifiques. Je vous en ai fait un très très rapide résumé, mais qui indiquent que les pesticides, c'est quand même des produits dangereux, quoi. C'est dangereux pour la santé humaine, dangereux pour la biodiversité. Enfin, voilà, c'est pas une vue de l'esprit. Donc symboliquement, c'est un peu désastreux. Après, en termes de conséquences, euh, si les prérogatives de l'ANSES étaient revues à la baisse, si par exemple l'autorisation de mise sur le marché était retransférée vers le ministère de l'Agriculture, ce qui à mon avis n'arrivera pas parce que ce ministère n'a plus les moyens d'administrer ce type de mission, mais ça pourrait avoir sur un temps un peu long des effets assez désastreux, c'est-à-dire que des produits pourraient rester sur le marché bien plus que de raison. Et ça finit par avoir évidemment potentiellement des effets sur la santé humaine et sur l'environnement. Encore une fois, les populations de loin les plus concernées en termes de santé humaine, c'est les agriculteurs eux-mêmes, hein. Les niveaux d'exposition des agriculteurs n'ont rien à voir avec les nôtres en tant que consommateurs de fruits et légumes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de santé lié à la consommation de fruits et légumes sur lesquels il y a des résidus de pesticides. Voilà. Merci. Alors, sur l'OFB, je lis le commentaire de Claire de Dieu qui complète ce que tu viens de dire, Jean-Noël. Merci beaucoup pour vos différentes interventions riches et complémentaires. Au sujet du rapport des agriculteurs aux normes, je voudrais suggérer l'idée que que les rapports avec les agents de l'OFB se sont sans doute tendus en raison du démantèlement par l'État de son administration territoriale et des recompositions administratives qui ont eu lieu ces dernières années. Réduction d'effectifs, manque de temps à passer auprès des différents acteurs, suppression des missions de conseil, ingénierie publique. Je renvoie à mes travaux, donc vous pouvez effectivement vous référer à l'article de Claire de Dieu, l'administration territoriale de l'État en mode dégradé, paru dans la revue française d'administration publique en 2021. C'est le genre d'échange d'informations que ce webinaire permet. Parmi les questions nombreuses qui maintenant s'accumulent et les commentaires, beaucoup reviennent quand même sur le rôle de la FNSEA. Et on sent bien qu'il y a des interrogations sur euh, cet animal très particulier du syndicalisme français. Je vous lis les questions de Mathieu Combeau et de Viviane Trèves. Qu'est-ce qui explique la résistance de la FNSEA aux élections de chambre alors qu'il semble qu'il y ait une forte déconnexion entre les intérêts des dirigeants nationaux et les agriculteurs
sur le terrain? S'il y a une bonne connexion entre la base et les élus départementaux, à quel niveau se fait la déconnexion avec la tête nationale et pourquoi cette dernière n'est-elle pas réorientée sous l'impulsion de la base et des élus départementaux? Deuxième question, alors que vous montrez plutôt que la FNSEA ne défend pas vraiment les intérêts de tous les agriculteurs, pourquoi continue-t-il, elle, à voter pour ce syndicat? Et en sachant qu'il existe d'autres syndicats, qu'est-ce qui fait que les gouvernements successifs ne tentent pas de valoriser ces autres voies, notamment pour soutenir leurs tentatives de politique environnementale? Par exemple, on pourrait modifier les modalités de vote aux chambres pour rééquilibrer les représentations. Alors, cette FNSEA, François. Voilà. Valence, je pense qu'il ne faut pas oublier que le syndicalisme agricole est un syndicalisme de petits patrons et que la FNSEA développe en fait un syndicalisme de services. Derrière les FDSEA, vous avez des services juridiques gratuits auxquels un certain nombre d'agriculteurs sur le terrain sont particulièrement attachés. Quand vous transmettez votre exploitation, vous n'allez pas forcément chez un avocat fiscaliste, vous allez d'abord à la Fédé ou vous allez dans l'organisation syndicale qui propose cette offre de service. Ça peut être les chambres également, mais c'est plutôt vers la FNSEA, les FDSEA qu'on se tourne. Donc il y a un attachement finalement à cet accompagnement, à cette offre de service avec finalement une offre plus ou moins déployée. Vous allez dans la Marne, par exemple, la FDSEA dispose aussi d'un centre de gestion, dispose d'un accompagnement aussi, fait de la veille réglementaire sur les politiques publiques. Bon. Et puis, donc, vous avez une diversité d'offres, mais ça relève quand même d'un syndicalisme de service auquel les agriculteurs sont particulièrement attachés, quel que soit leur positionnement idéologique. Donc, finalement, quand on vote aussi lors des élections Chambre d'agriculture, on vote aussi pour un gars du terrain auquel on croit et qui est en mesure ou pas, localement, de proposer ses services. Voilà. Et pourquoi les autres syndicats ont plus de mal? Alors la coordination un peu moins. La Confédération, vous allez me dire, qui parle à bon nombre d'entre nous, d'entre vous, chercheurs, citoyens, pourquoi cette organisation a plus de mal? Il ne faut pas oublier qu'en 1982, quand Édith Cresson arrive rue de Varennes, elle cherche à s'appuyer sur la gauche paysanne. Un certain nombre de socialistes qui étaient restés au sein de la FNSEA depuis les années 70. Vous savez qu'il y a eu deux schismes, hein, un schisme en 70 avec Bernard Lambert et les paysans travailleurs, et puis un schisme avec la création de la FNSP en 1982, des socialistes qui voulaient rester au sein de la FNSEA, et puis ça a donné naissance en 86 à la Conf. Bon. Ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que la Conf a de plus en plus de difficultés à parler aux entrepreneurs qu'ils sont. La Conf a un discours beaucoup plus audible pour les chercheurs que nous sommes, pour les citoyens. Sur le terrain, vous vous rendez compte que la Conf vieillit énormément aussi, qu'elle ne dispose pas aussi, hein, vous allez me dire, cause-conséquence, des moyens lui permettant de développer une offre de service. Ce qui fait la force de la coordination rurale, en revanche, c'est qu'elle a su et elle sait parler aux entrepreneurs qu'ils sont, et notamment aux entrepreneurs spécialisés qu'ils sont. La coordination rurale, contrairement à la Confédération paysanne, a créé l'OPL, l'OPG, des organisations qui parlent finalement aux enjeux de filière. Et c'est vrai qu'on voit que la gauche paysanne peine à s'adresser finalement aux agriculteurs et aux entrepreneurs qu'ils sont, je me répète, finalement, et aux questions de filière. On voit bien que la gauche patine un peu pour s'adresser finalement à ce qu'ils sont devenus. Voilà. Et comme le disait Ève, la coordination marque des points aussi parce qu'elle ne remet pas en cause fondamentalement aussi certaines formes d'agriculture. Elle est très alignée finalement sur le maintien de certains systèmes sociotechniques. Et il y a une aversion aussi pour un certain nombre d'agriculteurs vis-à-vis d'une gauche qui ne semble pas répondre toujours aux attentes qui sont les leurs. Voilà un peu des éléments d'interprétation, mais cette hypothèse autour du syndicalisme de service, je pense que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qu'est la FNSEA. Et les tensions qui se jouent au sein même de la FNSEA. Ce que je peux vous dire pour m'entretenir régulièrement avec des leaders de la FNSEA, c'est que c'est très tendu en ce moment. C'est très, très tendu.
Ouais. Ouais. Si je peux ajouter un point là-dessus, moi je suis tout à fait d'accord et je pense qu'il faut aussi, je renvoie aussi aux travaux d'Alexandre Beika qui montrent que non seulement c'est une offre de service, mais aussi tout un monde de socialisation en fait à travers les FDSEA sur le terrain. Donc c'est vraiment très important à comprendre. Mais un élément, et peut-être François, tu auras des chiffres plus précis que moi, mais dans mon souvenir, il faut quand même souligner aussi qu'il y a une très très forte abstention aux élections aux chambres. Hein. C'est presque 50% d'abstention, 40, entre 45 44. et 5. Voilà, donc c'est quand même, il faut quand même aussi souligner ça. Il y a une forme de désaffection électorale importante. Tu as raison. Et l'autre point, je pense qu'il ne faudrait pas, parce que là, on se focalise sur la FNSEA, et moi, ça me pose problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, donc c'est sûr que par nature, ce syndicat, par nature, sur le plan des valeurs et du fait des rapports de pouvoir qui l'animent, et c'est ce que je mentionnais, alors dans le rapport au terrain, comme tu le disais, par rapport au FDSEA, mais et ce que je mentionnais, moi, par rapport aux associations spécialisées en son sein, puisque la FNSEA, c'est un syndicat, c'est une fédération, donc c'est plusieurs, il faut faire du compromis politique, et il y a des acteurs qui sont plus puissants que d'autres dans cette affaire-là. Donc c'est une organisation sous tension à fond, c'est sûr. Mais on ne peut pas, et donc elle résiste au changement sur le plan des valeurs, pour des raisons d'intérêt, comme j'ai essayé de le démontrer moi de mon côté, mais il faut bien voir que les transitions, elles ne se feront pas si on continue d'insister que sur les résistances des agriculteurs et, bon, là, en l'occurrence, de leurs syndicats représentatifs. Ce que j'ai essayé de dire au début de mon propos, c'est qu'on est dans un système alimentaire, que il y a la partie production agricole, il y a une partie industrielle d'amont et d'aval, et c'est là où se jouent, à mon avis, quand même des choses qui font qu'il y a des agriculteurs qui sont plus que agriculteurs, mais qui deviennent des investisseurs financiers, et il y a des enjeux, je veux dire, quand on voit les fuites qu'il y a eu sur la prochaine loi d'orientation, avec des dispositions des propositions qui disent qu'il faudrait lever le contrôle de l'État sur la garantie de la transparence des transactions foncières, là, on voit quand même derrière, à l'œuvre, à mon avis, l'intérêt des agro-industriels très fort. C'est-à-dire, qui a intérêt à ce que les transactions foncières dans le domaine agricole ne soient plus visibles, sinon des formes d'agriculture vraiment presque financiarisées. Hein. Donc, ça, c'est quand même, il faut avoir bien conscience de ça. C'est-à-dire que, donc, non seulement la FNSEA, il y a des glissements, et ça ne représente pas toujours que les intérêts agricoles, mais surtout agro-industriels, mais carrément, il faut prendre en compte, pour essayer de comprendre comment ce système peut changer, embarquer dans cette affaire les industriels d'amont, les industriels d'aval, et les différentes sortes d'industriels d'aval, et la grande distribution. Et tant qu'on n'impliquera pas tout ce monde-là dans les politiques publiques qui visent à faire de la transition, et qu'on simplement on informera les agriculteurs qu'il faut qu'ils utilisent moins de pesticides, on ne pourra jamais y arriver. De la même façon, et on le voit très bien avec le bio, si on fait on compte uniquement sur le consommateur pour financer cette transition en acceptant de payer plus cher, et bien à partir du moment où il y a un petit problème économique, si on peut parler de petits problèmes économiques comme c'est le cas actuellement, et ben évidemment la demande en bio se casse la gueule. Donc il faut vraiment prendre le système dans son caractère systémique, le système alimentaire en général, et sortir d'un système qui pourra pas, enfin, on ne pourra pas gérer ça si on n'approche pas les questions agricoles aussi autour des questions d'alimentation. Et ça, en termes de gouvernance, je te rejoins, Jean-Noël, non seulement il faudrait changer la façon dont le ministère de l'Agriculture gouverne, mais il faudrait surtout associer à cette transition le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement. Et ça, on ne pourra pas. Et l'autre dimension importante, c'est aussi de construire des modalités de concertation, parce que cette transition, elle ne pourra pas se décréter du haut vers le bas. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il y a des enjeux qui sont importants, et donc, pas seulement focaliser sur les résistances de la FNSEA, parce que ces résistances, elles renvoient à des enjeux aux industriels et à tout ça. Et personne n'a intérêt dans cette affaire-là à sortir d'un système qui, pour l'instant, hein, qui produit en masse une matière première standardisée, avec des bassins industriels, avec toute une main-d'œuvre qui dépend de tout ça. Enfin, c'est très compliqué, et on ne peut pas mettre le poids sur les épaules que des agriculteurs ou que des consommateurs dans cette histoire.
Alors, c'est exactement ce que Jean-Louis Rastoin nous dit dans un commentaire qui se termine par Ça ne une m'étonne question, pas. et ce sera la dernière. La focalisation sur l'agriculture limite à la fois le diagnostic de la crise et la capacité à en sortir. Une approche en termes de système alimentaire ne serait-elle pas préférable pour mieux comprendre et donc d'intégrer les stratégies des acteurs dominants, notamment les grandes firmes de l'agrofourniture, agrochimie, biotechnologie, en amont de l'agriculture et en aval, les multinationales de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution? Quel en serait l'impact en termes de politique publique? Alors, vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. Évidemment, on doit s'excuser auprès de tous ceux qui ont posé d'autres questions, toutes particulièrement intéressantes, et fait des commentaires aussi. J'en mentionne quelques-uns très intéressants. Marc Barbier, enchaînant sur ce que disait François, nous invite à relire Maresca pour comprendre qu'être syndicaliste agricole, c'est aussi être un professionnel et donc être appelé à des représentations dans les structures de cogestion, coopératives, de transformation agroalimentaire. Et c'est vrai qu'on est face là à un profil qui est assez typique du professionnel syndicaliste. Et puis Delphine Thivet fait une référence et pose une question que je vous livre. Pourriez-vous revenir sur la question des prix planchers? Comment la FNSEA se positionne-t-elle par rapport à cette revendication? Est-elle pas susceptible de contrarier les intérêts particularistes décrits par Ève dans sa présentation, FUE, et notamment les stratégies de poursuite de la libéralisation du commerce international agricole? En Inde, les agriculteurs du Nord se mobilisent pour des prix minimums garantis contre l'OMC qui tient actuellement sa 13e conférence ministérielle. You pick and choose, comme on dit en anglais, pour en quelque sorte faire justice, comme on dit aussi en anglais, à ces questions. Il y en a d'autres que peut-être Clotilde pourrait traiter sur les jeunes agriculteurs. Il y a 3 questions. Là, je résume, je m'en excuse. Mais Coralie, par exemple, Coralie Bailly demande quels sont aujourd'hui les points d'accord et ou de divergence sur les politiques d'installation, dotation aux jeunes agriculteurs, par exemple, entre les différents syndicats et le gouvernement. Cette idée qu'il y a un désir de développer un métier, de devenir agriculteur quand on est jeune, revient. Florence Pinto, ne faut-il pas revoir également le profil de ces actifs agricoles et la formation des jeunes agriculteurs? C'est aussi une question qu'on retrouve chez Laurent Dianou. Beaucoup de jeunes veulent s'installer sous des formes renouvelées, aussi bien dans les méthodes que dans les choix de vie. Comment rendre cohérent une politique d'aide conjuguée localement comme nationalement? Voilà, on ne peut pas déborder de beaucoup plus que 5 à 10 minutes, mais je ne voulais pas ne pas donner à nos 4 intervenants l'occasion de répondre à ce qu'ils pensent être dans leur corde parmi ces questions. Qui Oui, veut réagir? très rapidement sur Jean-Louis. Moi, ce que j'observe sur le terrain, c'est qu'en termes d'analyse au prisme des systèmes alimentaires locaux notamment, hein, cette crise, elle témoigne aussi de l'abandon à l'échelle de certains territoires de certains outils industriels, hein. C'est-à-dire que finalement, les gars étaient aussi dans la rue parce que l'abattoir n'est plus là, la laiterie n'est plus là. Euh, pour pouvoir faire des caissettes de viande, il faut faire 1 heure ou 2 heures de route pour trouver un abattoir. Donc finalement, elle illustre l'abandon aussi de certains territoires par des industriels, et notamment la transformation alimentaire. Et par rapport au prix plancher, moi aussi, comme Ève, hein, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que je ne suis pas compétent. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au salon, en ce moment, ça bouscule la FNSEA et ses AS, hein. C'est-à-dire que C'est clair. du côté de la FNB, Fédération nationale des producteurs de bovins, on est plutôt à dire oui, c'est jouable, on peut le faire. Voilà, et eux ont poussé plutôt là-dessus. Côté céréalier, c'est bah oui, non, on n'y arrivera pas, etc. Et puis parce que vous avez des agriculteurs qui veulent jouer la carte du marché et que finalement, ils veulent pas de prix plancher, quoi. Ils veulent surtout pas de prix plafond non plus. Donc ça bouge beaucoup en interne, hein, autour de ces prix planchers, même si globalement, quand même, la FNSEA est plutôt en opposition. Très bien. Clotilde, non? Clotilde?
Oui, rapidement, beaucoup de choses à dire. Sur les formations, sur le profil peut-être à changer aussi des actifs agricoles, sur la formation des jeunes. Ce qu'on en voit de plus en plus, c'est une part croissante dans les lycées agricoles. Alors, c'est vrai que les formations agricoles sont souvent aussi un petit peu à part. C'est un ministère, voilà, elle relève de ce ministère. Avec des effectifs effectivement qui diminuent, mais aussi avec une part croissante de jeunes qu'on aperçoit non issus de l'agriculture, du milieu agricole. C'est quelque chose aussi qui apparaît, donc qui pourrait peut-être amener effectivement à diversifier un petit peu ces profils futurs d'actifs agricoles, hein. Mais bon, là, voilà, ça reste aussi, ça pose aussi un peu la question de cette formation qui est organisée, voilà, aussi un petit peu en son sein, voilà, pas forcément articulé à d'autres secteurs. Enfin bon, voilà. Merci. Y a-t-il une dernière remarque? Oui, Moi, je veux dire un dernier mot, peut-être répondre à la dernière remarque de Claire Romanins qui nous dit que c'est Oui. un porteur d'avenir. Et c'est vrai que là, la succession des présentations et des réponses aux questions n'est pas forcément réjouissante, mais je voudrais quand même rappeler, je l'ai dit très rapidement, mais on est un pays agricole. Pardon pour cette tarte à la crème. C'est pas le cas de tous les pays, c'est pas le cas de tous les pays voisins. Il y a des pays qui ont largement perdu leur agriculture, par exemple de l'autre côté de la Manche. Euh, c'est une source de problème, mais c'est aussi un trésor, hein, dans le monde d'aujourd'hui, mais encore plus dans le monde de demain. On aura besoin de se nourrir près de chez nous. Donc je suis pas sûr qu'on soit. Enfin voilà, je pense qu'il reste quand même pas mal d'espoir, hein, dans tout ça, même si beaucoup de choses vont de travers aujourd'hui. Bon, bah écoute, là, vraiment, c'est le mot de la fin, hein, parce que on ne peut pas espérer mieux que l'espoir. Merci à vous tous, à vous toutes et à vous tous, parce que c'était vraiment très utile et très intéressant de vous écouter. On va suivre, évidemment, cette crise, son dénouement, probablement temporaire, pardon, car ce que vous avez décrit montre que les enjeux sont tels que on ne voit pas comment une solution définitive pourrait à court terme émerger. Mais dès que nous aurons l'occasion de revisiter ces enjeux, eh bien, nous vous réinviterons pour faire le point, car c'est le genre de thème que la FSP a vocation à suivre et les politistes et les social scientists, hein, les chercheurs en sciences sociales en général, sont là sur un terrain transversal, interdisciplinaire, qui permet d'ailleurs de faire le pont avec les sciences dites dures. Et c'est ce genre de carrefour que l'on aime bien aussi à la FSP. Merci encore et bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Au Merci. revoir.